Lorsque le sportif a malheureusement un accident, je dirais que comme n'importe quel patient, il est soumis d'abord à des séances de rééducation classiques, entre guillemets. Mais le problème pour le sportif, c'est que lui, au-delà de la rééducation, a besoin, suivant sa spécialité, de retrouver des gestes techniques très précis. Et pour ce faire, il doit être aidé par le kinésithérapeute, et il s'agit de gestes pratiques très très simples à faire en quelque sorte à ce sportif, non pas bien sûr en salle, en cabinet, mais sur le terrain. Alors c'est ce que nous allons voir à travers ce sujet, ce reportage, avec Christian Saint-Blanca, qui est kinésie de l'équipe de France d'athlétisme. Il faut savoir que l'entraînement est capital. Et pour une personne qui n'a pas l'occasion de s'entraîner, il faut savoir que son activité sera liée à sa quantité d'entraînement et sa qualité d'entraînement. Donc déjà, il est aberrant de voir des gens faire un match de tennis pendant 3-4 heures le dimanche et ne pas s'entraîner toute la semaine. Ce sont eux qui sont facteurs de risque. D'autre part, le sport, et quand on veut pratiquer du sport assez longtemps, il faut savoir qu'eux aussi doivent avoir une hygiène de vie. Alors ce que l'on peut faire, c'est les informer. Malheureusement, l'information, c'est souvent quand ils sont sur nos tables de massage qu'ils ont déjà été blessés, et là on essaie de faire passer le message. Alors vous faites passer le message, mais une fois qu'ils sont passés sur votre table de massage, et avant qu'ils ne reprennent leur activité sportive, il y a une période transitoire sur laquelle effectivement il faut peut-être réviser un petit peu, faire quelques mouvements qui permettront de reprendre l'activité ultérieurement. Tout à fait, tout à fait. C'est une période qui est capitale. C'est celle qui part de la blessure où l'athlète ou le sportif est totalement immobilisé et qui va le remettre dans les conditions ad integrum, celles qu'il doit avoir obligatoirement pour reprendre une activité sportive sans risque. C'est toute une période de réadaptation qui va au départ du cabinet pour arriver sur le terrain dans des conditions optimales d'effort. Alors cette période-là, elle doit être guidée par le kinésithérapeute. Il ne faut pas laisser faire l'athlète tout seul parce que les garde-fous ne sont pas évidents. C'est à nous à savoir comment on peut faire une programmation en fonction de l'état musculaire, en fonction de la qualité de la reprise et de la qualité des soins qui ont été pratiqués. Il faut savoir aussi que on ne peut jamais aller au-delà de la nature et qu'il faut respecter toujours des temps de repos. Il faut savoir que, par exemple, un claquage, entre 3 et 5 semaines de repos sont obligatoires, même si l'athlète ne souffre pas. Il faut laisser faire la cicatrisation. On ne peut pas aller au-delà de la nature, il ne faut pas. Comment programme-t-on une période de réadaptation pour un sportif, qu'il soit un sportif de haut niveau ou qu'il soit un sportif occasionnel? Oui. Cette période est concomitante à la rééducation, c'est-à-dire que la rééducation continue et on commence à amener le sportif sur le terrain et à le mettre dans les conditions normales. La première phase, ça va être la course, le footing, puisque toute activité passe par un déplacement. Donc on va commencer par le footing. Et seulement si c'est indolore, on va continuer, on va accélérer ces formes de footing pour solliciter ensuite le muscle ou l'articulation dans des conditions progressivement normales pour arriver à le mettre dans des conditions où sa vigilance pourrait être prise en défaut lors d'une activité sportive. Et à ce moment-là, si tout cela s'est passé sans douleur, si tout cela a été facile, à ce moment-là, on pourra l'autoriser à reprendre son activité. Mais seulement à ce moment-là. Mis au point par des kinésithérapeutes du sport, ce programme de réadaptation est destiné aux athlètes de haut niveau. Mais il est également applicable aux sportifs occasionnels. Dans tous les cas, ce programme est une étape indispensable et obligatoire avant la reprise d'une activité sportive à la suite d'une blessure. Après le footing, l'étape suivante de ce programme de réadaptation consistera donc à effectuer différents étirements. Les étirements sont capitaux. Pour la bonne raison, c'est qu'ils s'adressent exclusivement ou presque exclusivement aux muscles et au muscle qui a été blessé en l'occurrence, en sachant que déjà on va pouvoir avoir une rééducation proprioceptive. Et ça c'est très important puisqu'on va pouvoir donner un état de vigilance à ce muscle ou à ce groupe musculaire qui a été lésé. Ensuite on va le travailler sur le plan mécanique, on va travailler son élasticité par les étirements. Ensuite on va travailler sa vascularisation également par les étirements et également la viscoélasticité. C'est tout un ensemble qui donne la qualité musculaire et la qualité musculaire est indispensable à la bonne reprise d'une activité. La course avant-arrière a une double fonction. En marche avant, cet exercice sollicite les muscles ischio-jambiers, alors qu'en marche arrière, ce sont les muscles du quadriceps qui sont sollicités. Exécuté de plus en plus rapidement, le changement de sens sollicite les muscles dans leur mode excentrique et concentrique. La course en cercle est un exercice d'appui du membre inférieur. Le membre inférieur extérieur travaille en poussée,
tandis que le membre inférieur intérieur travaille en appui. Étape suivante de ce programme, les pas chassés latéraux nécessitent un bon contrôle articulaire, car ce sont surtout le genou et la cheville qui seront sollicités. Lors de la réception au sol, les contraintes articulaires seront rotatoires au niveau du genou et latérales au niveau de la cheville. Pas chassé croisé, ou plus simplement appelé pas de Sirtaki, cet exercice teste plus particulièrement la bonne stabilité articulaire et musculaire de la cheville. Exécuté avec les genoux plus fléchis, il entraîne un travail plus important de l'articulation. Les pivots avec demi-tour en course sont des exercices qui permettent d'éprouver la stabilité rotatoire du genou. Effectués de plus en plus vite, ces pivots avec demi-tour en course augmentent la vigilance articulaire. Une fois cet exercice parfaitement maîtrisé, on passe alors au pivot avec tour complet et en course. Bien évidemment, on franchit là un degré supplémentaire par rapport à l'exercice précédent et on peut augmenter la difficulté en jouant sur la rapidité ainsi que sur le changement de sens du pivot. Exécutés rapidement, ces exercices de pivot sollicitent les ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles stabilisateurs des rotations du genou. La deuxième période, qui est un peu plus agressive pour le muscle ou l'articulation, consiste à une forme de saut ou de course alternée oblique ou sur des terrains qui ne sont pas tout à fait plats, avec des difficultés de terrain que l'athlète doit éviter. Le but de cette rééducation, c'est de donner une vigilance au système neuromusculaire. Cette vigilance qui doit, elle, permettre d'empêcher toute récidive. Et c'est ça notre rôle. Donc tous les accidents de terrain, toutes les surprises que peut trouver l'athlète au cours de son parcours que nous lui avons tracé, va permettre de gérer parfaitement son système neuromusculaire. Les sauts en course, eux, constituent un exercice qui rentre dans les tests de reprise d'entraînement. En effet, cet exercice nécessite une parfaite vigilance articulaire et musculaire. La position et l'éloignement des cerceaux obligent à plus de stabilisation. La vitesse d'exécution permet de juger de l'efficacité de la récupération articulaire et musculaire. Le saut à la corde a pour but de faire travailler le système cardio-pulmonaire. Mais cet exercice permet surtout de faire travailler la musculation générale des membres inférieurs. Quant aux sauts en déplacement, ils intensifient l'effort musculaire. De plus, ces sauts en déplacement obligent un contrôle du verrouillage des articulations à chaque réception. D'autre part, l'exercice de saut stabilisé en ligne droite, appelé saut de grenouille, favorise la musculation intense du quadriceps et des abdominaux. Enfin, les sauts sur les marches. De côté et en marche arrière, ils constituent un excellent moyen de contrôler la stabilité des articulations du membre inférieur. Parfait comme exercice de musculation, les sauts ainsi pratiqués obligent également le sportif à vaincre son appréhension. Du coup, cela renforce le contrôle de la stabilité. Arrivé à ce niveau de réadaptation, on peut passer au footing en terrain d'aventure. Les obstacles naturels qui jalonnent le parcours obligent le sportif à maîtriser parfaitement ses articulations et ses muscles. Cette ultime phase est le résumé complet des exercices précédents. Et à ce stade, la reprise d'un véritable entraînement est possible. Bien sûr, d'autres exercices plus spécifiques peuvent être proposés selon le sport pratiqué. Mais dans certains cas, toute cette réadaptation aurait pu être évitée si une meilleure prévention avait été pratiquée. Il faut que les athlètes et les sportifs sachent que l'accident musculaire ou articulaire n'est pas une fatalité et que beaucoup pourrait être évité à condition d'obtenir et d'avoir quelques règles de prévention. Ces règles de prévention sont simples. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut pratiquer un entraînement assidu, qualitatif et quantitatif, et il faut avoir un échauffement de qualité. Et cet échauffement correspond également à des critères tout à fait précis. Tout échauffement commence par un footing. Et c'est un footing de 20 à 30 minutes parce qu'il faut déjà préparer l'appareil cardiovasculaire, c'est très très important. Derrière cet échauffement à type footing, il faut inclure les étirements. Et ensuite, le geste technique, la répétition. Comme le pianiste fait ses gammes, il faut que le sportif répète tout ce qu'il a programmé à l'entraînement. Cette hiérarchie est invariable, il faut absolument la respecter sous peine d'avoir des problèmes et des problèmes qui sont relativement importants.
Après le footing et les étirements, il faut pratiquer un échauffement spécifique selon la discipline sportive. Dans le cas précis que nous montrons, ces deux athlètes sont des coureurs, l'un sur 400 mètres, l'autre sur 3000 mètres steeple. L'échauffement consiste donc à effectuer des mouvements pour dérouler les pieds et les chevilles, puis différentes sortes de courses pour favoriser le travail de tous les ligaments et de tous les muscles. Enfin, le dernier maillon de cet entraînement progressif, c'est le geste technique. Un geste qu'il faudra répéter inlassablement. Le rôle du kinésithérapeute, c'est évidemment pas d'entraîner, mais depuis quelques années, et c'est souhaitable, il y a eu une communion, pourrait-on appeler ainsi, entre le technique et le médical, qui fait que le technique s'est souvent tourné vers le médical pour avoir des précisions sur les qualités d'entraînement, sur les formes d'entraînement adaptées aux athlètes, ne serait-ce que sur le plan biomécanique. Alors le kiné du sport doit aller sur le terrain, doit suivre ses athlètes et doit communiquer avec l'entraîneur pour essayer de rectifier un mauvais geste, pour essayer de rectifier, expliquer mauvais matériel et permettre à l'entraîneur de programmer correctement un entraînement. Gilles Cometti est maître de conférence de l'UFR, l'unité de formation et de recherche à l'Université de Bourgogne. Ses spécialités, l'athlétisme, la musculation et donc la préparation physique d'athlètes de haut niveau. Du football à la natation, de l'escalade au ski, il est en contact avec les équipes qui sont intéressées par les méthodes modernes de musculation. Tout d'abord, un peu de théorie. On distingue aujourd'hui 3 types de facteurs pour expliquer les mécanismes de la force. D'une part, des facteurs qu'on appelle structuraux, parmi lesquels le principal est l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire l'augmentation du volume musculaire. Dans ce cas, donc, on touche à la structure même du muscle. Dans un deuxième groupe de facteurs, on distingue les aspects nerveux. Et dans un troisième domaine, on voit apparaître les facteurs liés à l'étirement. Et ces facteurs liés à l'étirement sont justement ceux qui sont importants dans le cadre de la pliométrie. Et quels sont donc les différents types de sollicitations musculaires ? Alors il en existe plusieurs. La plus classique, la plus connue est celle qu'on appelle aujourd'hui concentrique. Alors on parle de concentrique parce que justement dans l'effort, le muscle va se raccourcir, les insertions musculaires vont se rapprocher, et le muscle se concentre, d'où la terminologie concentrique. On peut dire que l'essentiel de la musculation est à base concentrique. On travaille toujours en concentrique sans le savoir. Le deuxième type de contraction est celui qu'on appelle isométrique. Dans ce cas, les insertions musculaires sont fixes, la contraction se produit et il n'y a aucun déplacement des leviers. Le troisième type de contraction est la contraction excentrique, déjà un peu plus nouvelle, parce que plus efficace. Elle consiste simplement à contracter le muscle tout en éloignant les insertions musculaires. Ces insertions vont donc s'excentrer, d'où la terminologie excentrique. Enfin, on a vu apparaître 2 terminologies relativement récentes, qui sont le travail pliométrique. Dans ce cas, on a affaire d'abord à un allongement musculaire, immédiatement suivi d'un raccourcissement. Et puis le dernier type de travail qui est apparu au cours des dernières années dans le cadre de l'entraînement sportif est celui de l'électromyostimulation.
Dans les types de sollicitation de la contraction musculaire, le travail concentrique est le plus classique. L'illustration la plus simple, l'athlète part d'une situation assise et va chercher à effectuer une extension explosive des jambes pour se retrouver debout. Plus difficile maintenant, même travail mais avec charge, avec flexion-extension des jambes. La phase de montée constituant la phase concentrique du travail. Seconde illustration, le travail isométrique. L'athlète doit tenir une position de flexion sur une jambe pour augmenter la difficulté, puis sur l'autre, et cela jusqu'à la fatigue musculaire. Même sollicitation avec charge, dans ce cas, une ceinture est utilisée pour faciliter le placement lombaire. L'athlète s'installe dans une position de flexion, l'angle des jambes étant de 90 degrés, et la position est maintenue jusqu'à la fatigue. Pour le travail excentrique, l'illustration la plus simple est un saut amorti en contrebas. L'athlète se laisse tomber et freine la descente. Pour réaliser cet exercice avec charge, 2 aides doivent être présents de façon à demander à l'athlète d'effectuer la descente avec une charge relativement lourde de l'ordre de 100 à 150% du maximum concentrique. Oui. Oui. Les 2 aides effectuent la remontée car uniquement la descente représente la phase excentrique. Quatrième type de sollicitation musculaire, la pliométrie. Premier exercice, le saut des haies. L'athlète cherche à garder une rectitude du tronc et doit enchaîner les franchissements de façon dynamique. Même exercice sur des bancs surélevés, l'athlète effectue un saut en contrebas avec rebond explosif. Enfin, l'exercice avec charge, exercice réservé aux athlètes de haut niveau, qui doit effectuer un ou plusieurs temps de ressort avant de remonter. Ce temps est destiné à provoquer un étirement musculaire. L'intérêt principal de la pliométrie, c'est de solliciter le muscle au-delà de son maximum. On donne des chiffres de l'ordre de 150 à 200% de la force maximale volontaire exercée par un sujet quand on lui demande de pousser à fond sur une résistance fixe, par exemple. Quelles sont les causes physiologiques? Alors, les causes physiologiques de l'efficacité de la contraction pliométrique sont connues depuis peu. On distingue aujourd'hui 2 aspects. Le premier est lié à ce qu'on appelle le réflexe myotatique, parce qu'effectivement, lorsqu'on étire un muscle, on est susceptible de déclencher le réflexe d'étirement, ce qu'on appelle réflexe myotatique. On sait depuis peu, grâce aux Allemands, qu'effectivement, ce réflexe est utilisé au cours des impulsions sportives du type course ou saut. Mais ce n'est pas le facteur principal. La raison principale de l'efficacité de la pliométrie se trouve dans ce qu'on appelle l'élasticité musculaire. Alors, pour comprendre cette élasticité musculaire, eh bien, on se réfère encore au schéma de Hill. Sur ce schéma, vous voyez apparaître 2 ressorts qui sont destinés à représenter ce qu'on appelle l'élasticité musculaire. Le premier ressort, qui se situe en parallèle du muscle, représente la composante élastique en parallèle. Concrètement, ce sont les membranes, les tissus conjonctifs qui entourent les muscles
et on sait qu'elle n'intervient pas dans la contraction pliométrique. Il reste donc la deuxième composante élastique qui, elle, se situe au bout, donc en série par rapport au muscle, qu'on appelle donc pour cette raison composante élastique série. C'est elle qui est responsable de l'efficacité supérieure de la pliométrie. La seule nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on a eu tendance à la localiser principalement dans les tendons, et depuis peu, on a pu démontrer qu'elle se situait également à l'intérieur de la partie contractile du muscle, c'est-à-dire dans les ponts d'actine-myosine. Avant, on devait faire de la pliométrie sans le savoir, alors depuis quand on avance la théorie de la pliométrie? On a commencé à parler de pliométrie au niveau de la littérature de l'entraînement aux alentours des années 1970. C'est-à-dire qu'effectivement, le muscle humain est fait pour fonctionner de manière pliométrique. La plupart des activités sportives sont à dominante pliométrique. Simplement, la nouveauté a été de le théoriser et de trouver des situations encore plus pliométriques ou plus sollicitantes dans le sens de la pliométrie que ce qui se trouve actuellement dans les disciplines sportives. La pliométrie fait partie de la vie de tous les jours. Exemple, le lancer de balle. Lors du lancer de balle, on a donc deux phases. Une première phase d'étirement ici et une phase de raccourcissement. En fait, tous les muscles sont destinés à travailler de façon pliométrique. Ils obtiennent ainsi leur meilleur fonctionnement. Autre exemple de travail pliométrique que l'on fait spontanément, la course. L'appui à chaque foulée marque un temps d'amortissement qui constitue une phase d'étirement des muscles, immédiatement suivie d'une phase dite d'extension ou de raccourcissement musculaire. Les exercices pliométriques démarrent donc du plus simple, exemple le travail avec cerceau ou avec corde, pour aller à des situations plus complexes qualifiées de haute pliométrie, exemple l'exercice sur plinthe et d'arriver en position fléchie et de chercher à se renvoyer. Le travail pliométrique peut aussi s'illustrer avec le haut du corps, exemple avec le medicine ball, quand l'athlète cherche à lancer le medicine ball, l'engin va d'abord vers l'arrière, les muscles s'étirent, quand l'engin va vers l'avant, les muscles se raccourcissent. Même chose, même sollicitation avec les pompes. Dans ce panel des différents régimes de contraction, reste à voir l'isocinétique et l'électrostimulation. Il existe donc une autre méthode de musculation qu'on appelle l'électrostimulation, qui est relativement nouvelle, qui consiste à obtenir une contraction musculaire par l'intermédiaire d'une stimulation électrique. L'athlète installe des électrodes avec du gel de contact sur son quadriceps. On lui oppose une résistance de manière à interdire l'extension complète de la jambe. Ici, on a mis une simple ficelle. Quand les électrodes sont installées, on déclenche la stimulation à l'aide du stimulateur qui ici est un stimulateur portable. Et on va voir progressivement apparaître la contraction qui est due uniquement au passage du courant. Voilà donc la contraction due au passage du courant. Le temps de repos, de relâchement, nouvelle contraction. Contraction à nouveau. Et cette alternance, dans le cas d'un travail sur le terrain, peut se faire sur 3 à 4 minutes. L'idéal est toujours de coupler le travail d'électrostimulation avec un travail de pliométrie, un franchissement sur des haies. L'électrostimulation se pratique généralement en salle, dans les conditions que nous voyons actuellement. Cette méthode présente plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on peut travailler les muscles de façon beaucoup plus locale. Le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir ainsi économiser le système nerveux central par une stimulation qui est beaucoup plus périphérique. Troisième avantage également, on va pouvoir stimuler des parties du corps, les jambes par exemple, sans solliciter d'autres masses musculaires comme le dos pour les athlètes qui ont des problèmes lombaires lorsqu'on leur donne des charges.
Enfin, cette méthode permet une alternance avec les autres méthodes de musculation, ce qui donne donc une possibilité supplémentaire. Dans les différents types de sollicitations musculaires, on parle aussi d'isocinétique. Alors qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt? Alors, le mode isocinétique est apparu en musculation, surtout aux États-Unis. Le principe est le suivant, on va opposer au sujet une résistance qui va se déplacer avec une vitesse constante. L'intérêt au départ, c'était de dire, quand j'effectue un effort sur une barre, un effort explosif, au départ j'ai donc un effort intense, puis la barre est lancée sur son inertie, et puis plus ça va, moins je travaille, parce que la résistance fuit. L'idée, c'était de dire, on va proposer une résistance qui, elle, va être constante, donc quel que soit l'effort provoqué au départ, j'aurai toujours à pousser, puisque la barre, elle, aura une vitesse qui va être constante. On a donc vu se développer tout un tas de machines isocinétiques qui, aujourd'hui, dans le cadre de l'entraînement des athlètes de haut niveau, ne sont utilisées qu'à des fins d'augmentation de la masse musculaire. Et plus du tout dans le cadre des disciplines explosives. Ceci pour plusieurs raisons. La principale de ces raisons est le fait que, à aucun moment, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le travail des disciplines sportives, on est sollicité sous un mode isocinétique. On a cru pendant un moment que la natation était une discipline où la contraction était de type isocinétique. On sait depuis, grâce à des travaux scientifiques faits en Belgique, en particulier par Clarisse, que isocinétisme et natation n'ont aucun rapport, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le travail isocinétique, dans l'entraînement, a pratiquement disparu, sauf pour des raisons de développement de la masse musculaire, c'est-à-dire dans le cadre du culturisme. Enfin, en conclusion, on peut dire que la pliométrie est une façon de travailler qu'il faut coupler avec les autres régimes de contraction. La musculation moderne va dans ce sens. Ce couplage peut s'effectuer dans la planification annuelle, on alterne les différents cycles. Dans une séance, on fait des séries qui sont concentriques, pliométriques ou autres, mais surtout à l'intérieur même d'un enchaînement, tel qu'on peut le voir ici. Dans ce cas-là, donc, on estime avoir sollicité le registre musculaire sous tous ses aspects et avoir provoqué un nombre de sollicitations maximales en vue d'améliorer la performance musculaire.